abonnés, bienvenue à la chaîne YouTube de Temple. Ok, aujourd'hui nous allons travailler avec les élèves de première D la notion de fonction bijective et les conséquences de la bijection réciproque et même de la bijection tout simplement dans un intervalle que nous pouvons appeler peut-être l'intervalle AB. Bon, l'exemple qui est traité aujourd'hui, qui est déjà face à nous, à notre vue, est en fait un problème d'air. Il est question dans ce problème de déterminer la valeur qu'il faudrait attribuer à une certaine distance pour que l'air soit égal à 2 fois, pour que l'air soit égal, l'air c'est en fait qui est l'air de la partie commune aux deux disques, nous voudrions qu'elle soit égale à la moitié de l'air du disque C. Bon, il faudrait voir beaucoup plus en profondeur comment est-ce que le schéma est construit. En effet, nous disposons au départ d'un disque C. Au départ, nous avons seulement le disque C que voici. Et sur ce disque C, nous plaçons un point oméga que voici. Et nous plaçons deux autres points sur le cercle C, à savoir le point A et le point B, situés à égale distance de oméga. Ainsi, il existe donc naturellement un autre cercle de centre oméga qui peut donc passer simultanément par A et par B. Donc, voilà comment le problème est posé. Et le cercle de départ C est en fait un cercle de rayon 1. Voilà, donc nous avons tous les détails. C'est ce que nous dit l'énoncé plus haut ici. Effectivement, nous avons là l'énoncé qui nous dit que C est un cercle de rayon 1 et gamma un point de C, oméga plutôt un point de C, gamma un cercle de centre oméga de rayon petit r compris entre 0 et 2. Bon, on désigne comme ça dans deux points A et B l'intersection de C et de gamma. Bon, ce dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est de l'angle A oméga B qui est en fait, qui a plutôt comme mesure en radian une valeur que nous allons poser alpha. Et cette valeur là va être une valeur que nous allons utiliser au cours de la résolution de ce problème qui nous est posé ici. Bien. Autre chose, c'est que l'air qui nous intéresse ici aujourd'hui, l'air de la partie commune aux deux disques, l'air C, est donc appelé A de alpha. Donc c'est l'air de la partie commune aux deux disques délimité par le cercle C et le cercle gamma. Donc voilà le problème qui est posé et voilà comment on peut nous dire ici, comment on peut nous rappeler ici que l'objectif de l'exercice est de déterminer petit r
de sorte que l'air soit égal à la moitié de l'air du disque délimité par C. Ça veut dire l'air petit a doit être la moitié de l'air délimité par le disque C. Bien. Tout ceci, pour résoudre donc ce problème qui vient d'être posé, nous allons passer par un ensemble de questionnements. Bon. Premièrement, nous allons exprimer l'air de la partie commune aux deux disques en fonction de alpha et R en fonction de alpha. Les deux relations vont être très utiles. Bon, nous verrons après comment est-ce que nous pouvons trouver déjà l'existence de la solution de l'équation là, l'existence puis l'unicité de la solution dans 0,2 pi. Donc, bon, et la résolution de cette équation n'est rien d'autre qu'en fait la résolution de l'équation qui nous résout le problème plus haut, ce problème-ci. Ça veut dire l'air de la partie commune devrait être la moitié du disque C. En fait, si nous égalisons l'air de la partie commune, le double de l'air de la partie commune avec l'air de C, et si nous faisons bien le calcul, nous trouvons l'équation-ci. Donc, c'est pour cette raison que on nous demande à la question 2A de prouver d'abord l'existence de la solution et l'unicité de la solution de cette équation, puis d'encadrer cette solution. Bon, et à la toute dernière question, il serait question là de plutôt montrer que la fonction définit la x qui associe cosinus x sur 2 est une fonction bijective dans l'intervalle 0 pi et de déduire la valeur approchée de R. Bon, déjà nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons faire la première question et aussi la deuxième, dans le 2A, avec tous les outils que nous aurons manipulés dans ces deux questions-là. Vous serez amplement capable de résoudre le problème qui est plus bas. Bon, donc c'est donc ce que nous allons faire. Nous allons résoudre les deux questions et la dernière question serait donc laissée pour votre travail personnel. Bien, allons-y donc. Première chose, voyons l'expression-ci, démontrons cette expression puis celle-ci. Voyons comment est-ce qu'on peut le faire. Soyez vraiment très attentifs parce que c'est un raisonnement assez exigeant. Bon, et je vous conseille aussi de télécharger la vidéo afin de pouvoir la regarder librement quand vous voulez, plusieurs fois pour pouvoir comprendre finalement tout ce qui est manipulé pour parvenir à résoudre ces questions que j'avoue être complexes pour l'élève moyen. C'est même ce qui me pousse à faire cette vidéo parce que justement je reconnais que il faut beaucoup d'énergie à un élève moyen pour comprendre les notions qui sont développées à ce niveau-ci. Bon, allons-y. Notre problème est d'estimer ou alors plutôt de prouver que l'air de la partie commune-ci vaut dans cette expression-ci. Bon, pour y parvenir, il faudrait d'abord regarder attentivement cette air. Pourquoi l'exercice est même d'abord, pourquoi cette figure est même déjà
faites de cette façon. Certainement pour que l'examinateur ou alors celui qui a conçu l'exercice a bien voulu orienter l'élève. Nous voyons que l'aire de la partie commune est délimitée, est en fait définie par 3 aires. Nous voyons que ces 3 aires, voici une aire ici, une autre aire là, les 2 aires là et une troisième surface ici. Voilà, ces 3 aires là. Pour donc calculer l'aire de la partie commune, nous allons calculer ces 3 surfaces et nous allons déduire l'aire de la partie commune aux 2 disques. Voilà. Maintenant, première chose, comment est-ce que nous allons déterminer cette petite surface? Comment est-ce que nous allons déterminer cette aire? Bon, pour y parvenir, il faudrait d'abord que nous convenions sur quelque chose. Il faut évaluer l'aire de la partie ci d'abord, qui est en fait un quartier du disque C que voici, ou alors du disque gamma que voici. Bon, je disais, pour trouver cette surface, il faut procéder par la règle de 3. Et ceci est une règle générale. Ce n'est pas seulement pour ce petit quartier-là. Chaque fois quand on aura un morceau de disque défini de cette façon, ça veut dire un morceau de disque défini par le centre et le rayon et l'arc de cercle qui délimite le disque. Nous pouvons utiliser cette relation. En fait, la relation consiste à multiplier le rayon par lui-même et de multiplier par l'angle, la moitié de la valeur de l'angle en radian au niveau des 2 rayons. Donc si vous constatez bien, toute cette surface-ci, son aire est donc rayon fois alpha sur 2. Donc voilà une formule qui va être très importante dans la suite. Bien, allons-y dans la résolution du problème. Allons aux solutions voir. Nous constatons qu'au niveau des solutions, la figure a été morcelée afin que l'apprenant puisse comprendre. J'ai dit tout à l'heure que notre premier objectif est d'évaluer cette petite surface. Bon, pour l'évaluer, nous allons déterminer effectivement l'aire qui est à ce niveau-là, cette aire-là. Toute cette aire, on va la déterminer. Bon, une fois qu'on a déterminé cette aire, il suffira de soustraire l'aire du triangle A oméga O à cette aire-là pour rester avec la surface pointée par la flèche restante, la surface qui contient notre petit R. Et cette valeur va aussi être celle de cette surface-ci, puisque je parle de cette surface, pas celle qui est plus à l'intérieur, je parle de celle-ci. Les 2 surfaces sont égales parce qu'elles sont définies toutes par des distances égales et par des cordes de même longueur. Bon, donc une fois que nous aurons déterminé la surface pointée en haut, nous aurons déterminé par ricochet la petite surface définie par la corde oméga B et le segment oméga B. Bon. Voilà. Maintenant que tout ceci est dit, venons voir comment est-ce que
pouvons déterminer donc toute la surface de ce quartier-ci, comme ça, tout le secteur. En fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il s'agit de multiplier le rayon par lui-même et par la moitié de l'angle défini par le morceau de disque. L'angle défini par notre morceau de disque ici, puisque nous avons affaire à l'aire délimitée, nous avons affaire ici à l'aire délimitée ou interceptée par le petit arc oméga A et l'angle oméga OA. Voilà. Si vous êtes assez attentif là, il va falloir l'être parce que ça va un peu être sérieux là. Il faut déterminer l'air. Autant pour moi, il faut déterminer la valeur de l'angle AO oméga. Pour déterminer cette valeur, nous allons rester dans le triangle A oméga O. La somme des angles de ce triangle est évidemment pi, si nous les considérons tous dans le sens positif, bien sûr. Et il suffit donc de soustraire à pi la valeur de l'angle A oméga O et la valeur de l'angle oméga AO. Bon. Si nous avons soustrait à pi la valeur de ces deux angles, la valeur positive de ces deux angles, la valeur positive, ça veut dire nous sommes en radian bien sûr, de ces deux angles, nous restons avec l'angle AO oméga. Voilà. Avec l'angle positif aussi une fois de plus AO oméga en radian. Et bien c'est ce que nous allons faire. Nous savons déjà que l'angle A oméga B, l'angle A oméga B, l'angle là, qu'il vaut alpha d'après l'énoncé. Et nous avons affaire ici à un triangle. A oméga B est un triangle isocèle. Pourquoi? Parce que oméga A et oméga B, oméga BC et oméga A sont tous des rayons du cercle gamma. Donc nous avons affaire à un triangle isocèle en oméga effectivement. Et donc oméga O est donc une bisectrice du triangle A oméga B. Bon, donc si c'est une bisectrice, cela signifie que la valeur de cet angle-ci est donc l'angle, quand je parle d'angle, je parle de l'angle A oméga O, est donc la moitié de l'angle A oméga B. Donc A oméga O est donc alpha sur 2. Le triangle A oméga O étant lui aussi isocèle parce que O oméga est un rayon cette fois-là du cercle C et O a un rayon aussi du cercle C. Cela veut donc dire que le triangle A oméga O est un triangle isocèle en O et donc les angles O oméga A et O A oméga sont tous égaux. Cela me conduit donc à dire que la mesure en radian, la mesure positive en radian de l'angle OA oméga est aussi alpha sur 2. Raison pour laquelle finalement l'angle AO oméga est donc tout simplement pi moins alpha sur 2 sur moins plutôt encore alpha sur 2, ce qui nous conduit donc à
à pi moins alpha tout simplement. La valeur qui est plaquée là dans la parenthèse sont des calculs que je n'ai pas trouvé nécessaire d'écrire. Bon, donc je me reprends, je dis l'angle AO oméga est donc donné par pi moins l'angle alpha sur 2 moins encore l'angle alpha sur 2, ce qui nous donne finalement pi moins alpha. Maintenant, la surface-ci, toute cette surface-ci est donc donnée par la relation 1 fois 1 mis pour le rayon fois la moitié en radian de l'angle AO oméga qui n'est rien d'autre comme nous venons de le dire, pi moins alpha. Donc finalement l'air est donné par l'expression que vous voyez là qui aboutit à cette relation. Voilà. Donc il fallait avoir l'œil pour voir tout ça. Et bien, une fois que nous avons déterminé donc toute cette surface là, pour avoir la surface, la petite surface là, il suffit de retrancher à l'air que nous venons de calculer, l'air du triangle là. Voilà. Et c'est ce que nous allons faire. Pour retirer donc l'air de ce triangle, il va falloir l'avoir bien sûr. Et nous ne l'avons pas, il faut donc le calculer. Bon, déjà, nous n'avons pas la hauteur visiblement de ce triangle AO oméga. Nous n'avons pas sa hauteur, mais nous pouvons l'estimer. Nous allons donc l'appeler H. Et si c'est la hauteur issue de O, nous sommes avec le triangle A oméga O. Si c'est la hauteur issue de O, eh bien, ça serait une hauteur qui va partir de O pour quelque part à côté de R là. Bon, bien cette hauteur là serait donc donnée par la relation en bas là. Déjà, nous savons que le côté opposé à cette hauteur, ou alors l'angle opposé à cette hauteur, peut être la valeur, elle peut être plutôt l'angle A oméga O. A oméga O. Bon, donc le sinus de cet angle, puisque A oméga O c'est alpha sur 2, sinus de cet angle est encore la hauteur en question que nous voulons déterminer, divisé par la valeur O oméga. Or, O oméga c'est 1. C'est pourquoi la relation ci, où nous disons sinus alpha sur 2 égale hauteur divisé par 1, ce qui nous conduit à hauteur égale sinus alpha sur 2. Voilà. Et une fois donc que nous avons cette relation, l'aire de notre triangle est donc donné par cette relation que vous voyez là. 1 demi de R sinus alpha sur 2. Pourquoi? Parce que effectivement la hauteur est déjà sinus alpha sur 2 et la base de notre triangle est donc donnée, peut donc être donnée par R, puisque ça peut être vu. Si déjà nous choisissons la hauteur issue de O, la base serait donc A oméga, donc R. Donc c'est pourquoi nous avons donc, normalement on devait avoir RH sur 2, mais nous remplaçons directement H par sa valeur. Donc nous avons 1 demi de R sinus alpha sur 2. Bien. Ceci dit, nous constatons donc ici à ce niveau que par la même démarche, nous pouvons calculer plutôt le cosinus de cet angle-là, A oméga O. Le cosinus de cet angle est donné donc par la moitié de la distance oméga A.
la moitié de la distance d'oméga A. Voilà cette moitié de distance là. Et nous avons donc cette moitié de distance divisée par O oméga que nous voyons ici. Voilà. Donc ceci nous permet donc d'écrire la relation que nous voyons ici. Ça veut dire que cosinus alpha sur 2 est donc égal à la moitié du rayon divisé par 1. Donc finalement le rayon est donc 2 fois cosinus alpha sur 2. Voilà, ceci est déjà une relation qu'on cherchait. Voilà. Et allons-y ici, la page suivante. L'aire de notre triangle A oméga O, cette aire, le triangle A oméga O, la surface interne ici, son aire est aussi donnée par la relation que nous voyons ici à la deuxième ligne. Pour quelle raison? Parce que simplement nous savons déjà cette relation, mais nous remplaçons R par sa valeur, nous aboutissons à celle-ci. Voilà. Et à l'aide des formules trigonométriques qui ont été vues en première, nous voyons que la relation ci conduit à celle-ci. Pourquoi? Parce que nous avons le cosinus d'un angle multiplié par le sinus du même angle. Ça nous donne tout simplement, si ce produit-là est multiplié par 2, ça nous donne le double de l'angle qui est à l'intérieur de cosinus et de sinus. Donc nous avons 2 fois donc alpha sur 2, ce qui nous conduit donc à cette écriture, et cette écriture nous conduit à celle qui est plus bas. Voilà. Et ceci étant dit, nous avions dit tout à l'heure plus haut que notre première étape consistait à déterminer cette surface-ci. Cette surface-ci, c'est cette petite surface-là qui nous intéresse dans un premier temps. Pour l'avoir, donc, nous devons calculer, nous devons évaluer l'aire de tout ce quartier, ce qui a déjà été fait. Nous devions évaluer aussi l'aire de ce triangle, ce qui a été fait. Maintenant, il nous reste à faire donc une soustraction entre les deux aires pour rester avec l'aire de la partie pointée là. Bon, donc, c'est ce que nous allons faire ici. Faisons la soustraction de ces deux surfaces là, comme vous constatez ici. Et une fois avoir fait cette soustraction, nous trouvons cette relation que vous voyez là. Ok. Une fois ceci déterminé, nous convenons que cette surface qui vient d'être calculée, que nous appelons A1, est aussi la valeur, cette valeur est aussi la valeur de cette surface-ci, de cette petite surface-là. Les deux valeurs ont la même mesure, nous avons déjà expliqué pourquoi. Bon, donc, finalement, l'aire de la partie commune aux deux disques est tout simplement égale à l'aire de ces deux petites surfaces augmentée du quartier que nous allons appeler de la surface A2 que nous avons ici. La surface A2, la surface A2 que nous avons à ce niveau-ci, tout ceci défini comme ça notre surface A2. C'est ce qui nous reste à calculer. Et pour l'avoir, nous avons déjà dit ce qu'il y a lieu de faire. Rayon fois la moitié de l'angle en radian à oméga B. Voilà. Donc, c'est ce qui est fait à ce niveau-ci.
qui est fait. Rayon fois la moitié de l'angle, là ça fait alpha sur 2. Ça nous conduit à cette valeur qui nous conduit à celle-ci, qui nous conduit à celle-là. Voilà. Tout calcul bien fait, on aboutit à ce résultat. Et finalement, donc, pour conclure presque ici, nous avons juste à faire la somme de ces surfaces-là. Nous trouvons donc donc A2, voilà la valeur de A2. 2 fois la valeur de A1, c'est normal puisque la valeur de A1 vient 2 fois. Là, il y a une petite erreur de saisie. J'ai fait la paresse là, j'aurais dû rectifier. Puis là, le deuxième pi, c'est plutôt alpha. Parce qu'effectivement, nous avons deux fois cette valeur-ci. Voilà. Donc, ça devrait nous faire pi moins alpha moins sinus alpha. Bien. Tout calcul bien fait, nous arrivons à ce résultat qui conduit à celui-ci. Là, il y a quelque chose d'un peu technique à ce niveau. Effectivement, en classe de première, il a été dit que 2 fois le carré d'un angle donne, je veux dire, il a été dit en première que 2 fois le cosinus au carré d'un angle donne le cosinus du double de cet angle augmenté de 1. Ça veut dire la valeur qui est dans la parenthèse ici. Voilà, donc pour parler en termes de formule, si vous avez cosinus carré A, cela vaut cosinus 2A plus 1. Voilà, c'est l'application de cette formule à ce niveau-là. Et donc, nous arrivons à cette relation et une fois cette relation-là reste à développer et à bien faire les choses, on trouve le résultat attendu. On trouve ce résultat-ci. Voilà donc comment la première question se résout comme ça. La dernière relation pointée là avait déjà été démontrée plus haut. Bon, donc voilà comment est-ce que la première question devait être rédigée. Voilà, fallait se secouer. Bon, ceux qui n'ont pas compris à la première explication, je vous conseille tout simplement de réécouter, tout simplement télécharger tout simplement la vidéo et réécouter. Si ça ne va pas toujours, vous pouvez soit nous contacter dans notre numéro 8 de Temple, notre numéro d'assistance 8 de Temple. Ceux qui ont nos livres connaissent ce numéro. Ou alors, vous pouvez nous écrire sur YouTube ou sur Facebook. Voilà, je pourrais, si cela me paraît utile, je pourrais revenir soit pour faire une vidéo complémentaire, soit tout simplement pour faire un commentaire écrit pour édifier ceux qui n'ont pas compris. Bien, allons à la question suivante. Là, il s'agit de montrer que cette équation, c'est admet une unique solution dans un intervalle. En fait, l'intervalle, c'est 0 pi. Voilà, l'intervalle, c'est 0 pi. Comme nous pouvons le voir ici. L'intervalle 0 pi. Voilà. Bien, pour cela, vous devez déjà connaître qu'il y a quelque chose de fondamental. C'est que pour montrer que ce type d'équation admet une unique solution dans un intervalle, il faut généralement, il est sage de mettre l'équation sous la forme f de x égale 0 afin de passer par le fait que f de x définit une bijection sur l'intervalle dans lequel nous travaillons et de montrer donc qu'il y a deux points dans cet intervalle dans lequel nous travaillons
dont les images seront opposées. Bon, donc dans notre cas ici, nous allons utiliser les extrêmes, et généralement les extrêmes, ça veut dire des bornes des intervalles font généralement le boulot. Ça veut dire que généralement les bornes des intervalles fonctionnent. Bon, donc ici, nous devons passer par quoi? Déjà définir notre fonction g. Pour la définir, nous allons chercher à ramener l'équation de la forme, sous la forme plutôt f de x égale 0, ou alors g de x, et dans notre cas ici, g de x égale 0. Bon, dans notre g de x que nous devons avoir ici, doit naturellement être sinus x moins x cosinus x moins pi sur 2. Bon, donc voilà ce que nous allons faire. Bon, donc une fois avoir posé cette fonction, notre équation devient donc g de x égale 0. Bon, il est question donc de montrer que g de x égale 0 admet une unique solution dans l'intervalle 0, pi. Pour le faire, il suffira de montrer que g de x réalise donc une bijection sur cet intervalle, puis de montrer que l'image de 0 et l'image de pi sont des signes contraires et conclus. Pour montrer que g réalise une bijection, nous allons utiliser la continuité et la monotonie. Continuité et monotonie. Voilà. Monotonie veut dire dérivabilité dans quelques... Bon, ça ne veut pas dire dérivabilité, mais cela veut dire que nous devons certainement passer par la dérivée. Voilà, c'est pourquoi vous voyez notre premier tiret ici, continuité et dérivabilité de g, même si ça n'a pas été précisé, mais un autre élève peut plutôt utiliser comme tiret continuité et monotonie. Ça serait plus précis et plus objectif comme ça. Bon. Déjà la continuité. Comment est-ce qu'on va justifier la continuité de G ici? Nous allons observer G et constater que G est une somme algébrique. Une somme algébrique de fonctions et un produit de fonctions. Tous contenus dans 0 pi. Bon, donc somme algébrique de fonctions contenues dans 0 pi, produit de fonctions, je vais dire produit de fonctions contenues dans 0 pi. Bon, en réalité, une somme de fonctions continues est continue. Un produit de fonctions continues sur un intervalle donné est continu sur cet intervalle. Bon, donc, il suffit dans ce cas de définir ces fonctions-là, ces produits de fonctions que nous avons déjà, pour ceux qui ont maîtrisé leur cours sur la continuité en première, sont des fonctions élémentaires que nous connaissons. Toutes ces trois fonctions-là sont des fonctions élémentaires que nous connaissons continues sur R, même pas seulement sur 0 pi, mais sur R. Bon, donc, si c'est donc continu sur R, c'est naturellement continu sur 0 pi. De plus, ces trois fonctions sont continues et dérivables sur 0 pi. Donc finalement, les trois fonctions sont donc continues et dérivables sur 0 pi. Donc leur produit et somme algébrique est donc continu sur 0 pi. Voilà, continu et dérivable sur 0 pi. Bien. C'est pourquoi nous disons tout simplement ici que G est somme et produit de fonctions que nous avons listées là, qui sont toutes des fonctions continues continues dérivables sur 0 pi. Bon, je précise là, par besoin de rigueur, que les élèves sont invités
sont invités par souci de rigueur de toujours préciser l'ensemble de dérivabilité d'une fonction avant de la dériver. Si l'exercice suppose déjà que la fonction est dérivable, cela veut donc dire que l'exercice suppose l'ensemble dans lequel la fonction est dérivable. Et donc, quand on a l'ensemble dans lequel la fonction est dérivable, nous pouvons dériver celle-ci. Si nous n'avons pas cet ensemble, il est toujours conseillé d'aller d'abord justifier la dérivabilité. Si possible, si la dérivabilité, l'ensemble de dérivabilité n'est pas l'ensemble de départ ou même l'ensemble de définition de la fonction, préciser cet ensemble et dériver dans la fonction dans cet ensemble. Voilà, c'est un conseil important parce qu'il y a des situations qui peuvent arriver. Bon, donc, une fois que nous avons dans l'ensemble de dérivabilité, dans cet ensemble-là, notre fonction dérivée est donnée par l'expression que nous avons en bas là. Il y a un petit piège qui arrive à ce niveau-ci parce que x, cosinus x est un produit de fonction. Donc, rappelons que pour dériver un produit de fonction, il ne s'agit pas de faire le produit des dérivés, mais plutôt si nous avons à dériver u fois v, il faut le résultat de la dérivée de u fois v, c'est u' v plus v' u. Donc c'est ce qui est appliqué là, c'est pourquoi vous voyez la parenthèse ici. Vous voyez la parenthèse là, nous avons dérivé sinus. Nous avons dérivé plutôt x d'abord et multiplié par cosinus, ce qui donne cosinus là, ce cosinus-ci. Et ensuite, nous avons dérivé cosinus, ce qui nous a donné moins sinus, et nous l'avons multiplié donc par x, que vous voyez à ce niveau-là. Bon, donc ce qui nous donne cette relation que vous avez. Et par la suite, nous avons donc le résultat final de la dérivée ici. Et donc voilà. Maintenant, pour avoir la monotonie, rappelons-nous déjà que x est toujours, dans notre cas ici, x est dans 0 pi. Donc, nous avons le système C. Naturellement, x dans 0 pi, mais cela a une conséquence, c'est que le sinus serait donc positif, comme nous dit la deuxième ligne du système. Et ce qui nous conduit directement à la ligne plus bas, qui nous dit donc que le produit de x et de cosinus x est donc positif dans notre cas, et donc moins x sinus x est donc négatif, ce qui nous conduit donc au résultat là, g' est donc négatif, ce qui nous permet donc de parler de monotonie là. Alors, en fait, g est donc strictement décroissante sur l'intervalle. Bon, donc faudrait plutôt dire g est plutôt décroissante. Strictement décroissante, c'est pas clair pour cet intervalle là, c'est plutôt décroissante ici. Pourquoi je le dis? Parce que les bornes ne sont pas exclues. Bon, ceci est un petit détail. Bon, je ne vais pas rentrer, rectifier, enlever strictement décroissante. Bon, donc à ce niveau-là, il nous reste à calculer donc directement les deux bornes. La borne, les images des deux bornes, g de 0, puis g de pi. G de pi. Bon, les deux valeurs, nous constatons que les deux valeurs donnent donc des valeurs de signe contraire, ce qui nous permet donc de dire que la solution existe déjà dans l'intervalle, et à cause de la monotonie et la continuité, la solution existe et elle est donc unique. Donc c'est pourquoi la conclusion G est continue et strictement décroissante sur. Voilà, donc l'équation a bien une solution sur. Voilà. Bon, donc voilà ce qu'il fallait faire pour trouver un encadrement de x, de cette solution que nous pouvons appeler alpha ou x0. Trouver un encadrement de cette solution, je vous invite à passer par la méthode de dichotomie ou la méthode de balayage que j'aurai exposé dans d'autres vidéos à venir. Et
la méthode de votre choix. Et pour la question suivante ressemble presque à ce que nous avons fait ici pour montrer l'unicité de la solution, toute cette démarche jusqu'ici. Bon, donc la question suivante, vous allez vous repérer ou alors vous allez vous appuyer sur cette démarche-là pour pouvoir faire cela. Et l'encadrement maintenant de R va venir du fait que vous aurez déjà un encadrement de la solution de cette équation-ci. Or, R se calcule à l'aide de cette solution, à l'aide de quelle relation-là? Une relation que nous avons démontrée quelque part en haut ici. R se calcule à l'aide de cette relation. De cette relation-ci. Voilà, R se calcule à l'aide de cette relation-ci. Ça veut dire que si vous avez une valeur pour l'angle alpha qui est solution de l'équation, le R correspondant est tout simplement le R qui est associé à ce alpha là. Donc vous allez passer par là pour trouver un encadrement de R. Voilà. Voilà donc ce qu'il y avait dans cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao et bientôt pour les prochaines vidéos. Je tiens à rappeler qu'ici vous aurez des conseils pour préparer de manière efficace vos examens officiels, des conseils pour pouvoir comprendre facilement les mathématiques, des méthodes mnémotechniques et autres. Et je vous rejoins en commentaire si vous avez des questions, même des questions qui ne sont pas liées forcément à cette vidéo. Je serai là, je suis là pour vous. Bien, ciao, ciao. N'oubliez pas de pousser le point bleu pour vous abonner à la chaîne et de partager massivement avec vos camarades ou vos frères et sœurs ou vos enfants si vous tombez sur cette vidéo en fait. Bon donc, bonne journée à vous et merci encore une fois. Ciao.